William, je sais que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des camps en France. Tu peux me dire c'était quel type de camp? C'étaient des camps d'internement et de transit. C'étaient des lieux temporaires où des étrangers puis des juifs sont rassemblés pour une période indéterminée. Pour les camps de transit, il s'agit d'une courte période entre deux destinations. Les camps de transit et d'internement sont utilisés à grande échelle pour la première fois au printemps 1941. Généralement, on ne travaille pas dans ces camps, on attend. Mais la vie peut être difficile avec des conditions précaires. Les résidents peuvent faire face à des défis tels que des conditions de vie surpeuplées, des ressources limitées, des installations sanitaires basiques et parfois un accès restreint aux services essentiels. Comme tu peux le voir, la France, que ce soit la zone nord gérée par les Allemands ou la zone sud gérée par le régime de Vichy jusqu'en novembre 1942, s'est couverte de ces camps. Pour que cela soit plus concret, nous avons choisi 4 camps tristement célèbres. Juan, peux-tu nous parler du camp de Gurs? Bien sûr, William. Le camp de Gurs a servi de lieu d'internement administratif du 2 avril 1939 au 31 décembre 1945. 4 groupes principaux d'internés s'y sont succédés sans jamais véritablement s'y rencontrer. Le premier groupe, du 2 avril 1939 au 10 mai 1940, sont les républicains espagnols et les volontaires des brigades internationales. Au total, 27 350 personnes, exclusivement des hommes. Le deuxième groupe, du 10 mai 1940 au 1er septembre 1940, sont ceux que l'on appelle des indésirables, essentiellement des femmes originaires d'Allemagne et des pays appartenant au Reich. À leur côté, quelques centaines d'hommes internés pour délits d'opinion, qui sont notamment des communistes ou encore des basques espagnols. Au total, 14 795 hommes et femmes y sont internés. Le troisième groupe, du 1er septembre 1940 au 25 août 1944, ce sont les juifs étrangers. Au total, 18 185 hommes, femmes et enfants sont internés en raison de l'antisémitisme d'État pratiqué par le régime de Vichy. Ils furent systématiquement déportés vers Auschwitz-Birkenau via Drancy à partir de 1942. Le quatrième groupe, du 25 août 1944 au 31 décembre 1945, le camp est transformé en camp de détention pour les collaborateurs présumés et quelques centaines d'antifranquistes espagnols. Au total, 3370 personnes, exclusivement des hommes. Un mémorial national y a été construit en 1994. Il s'agit de la voie ferrée longue de 180 mètres, qui est le symbole de la déportation, reliant les deux grandes dalles portant des inscriptions commémoratives. La visite peut être faite seule, sans guide particulier. En effet, un aménagement permanent a été réalisé en 2007 pour les visiteurs. Herbert Traube est un juif autrichien qui a fui l'Autriche. Après le pogrom de novembre 1938, il est interné dans ce camp en octobre 1940 avec sa mère. Début 1941, ils sont transférés dans un autre camp, celui de Rivesaltes. Camilla, tu connais bien ce camp, tu peux nous en parler? Le camp de Rivesaltes est le plus connu de tous les camps d'internement juifs mis en place par Vichy en zone libre pour au moins 2 raisons. D'une part, c'est le camp d'où le plus grand nombre de juifs fut envoyé à Auschwitz. D'autre part, c'est le camp pour lequel le plus grand nombre d'études et de témoignages ont été publiés sous forme de livres. En 1938, fut donc construit à Rivesaltes le camp Joffre, du nom du maréchal Joffre, natif de Rivesaltes, pour des usages militaires. Tout comme Gurs et le Vernet, il servit en 1939 et 1940 de lieu d'internement pour les républicains espagnols de la Retirada. À quelques kilomètres au nord de Perpignan, la commune de Rivesaltes, située au pied du massif des Corbières et logée dans la plaine du Roussillon, est un large espace plat ouvert à toutes les intempéries méditerranéennes, dont la terrible tramontane, et soumis à la chaleur écrasante de l'été. Le camp couvre 612 hectares, dont 13 hectares bâtis, étalés sur 4 km de long et 2 km de large, pour un périmètre total de 7 km. Le plan est tracé au cordeau, avec des îlots contenant chacun 70 baraques blanches en fibrociment, au toit en tuiles plates légères. Chaque baraque fait 30 mètres de long, 5 mètres de large et 3 mètres de haut. En 1942, Rivesaltes devint le centre national de rassemblement des Israélites et constitua l'élément central du réseau des camps de la zone libre. En octobre 1940, on y comptait environ 1000 juifs allemands expulsés du Reich. En janvier 1941, on dénombrait 1916 internés, puis 6644 en septembre 1941, 3478 en février 1942 et 7000 en août 1942, au moment des rafles et des envois vers Auschwitz via Drancy. En juillet 1942, tous les juifs internés dans les camps de Gurs, du Vernet et des Milles étaient transférés et rassemblés à Rivesaltes.
La faim, la peur, le malheur s'y exprimaient en yiddish, en allemand et en polonais. Les conditions sanitaires y étaient déplorables, si bien que la maladie, accentuée par le froid et la pénurie alimentaire, fit monter le taux de mortalité à 20 pour 1000. La situation climatique particulière du camp et l'aspect lugubre du lieu n'ont fait qu'ajouter aux souffrances physiques et à la détresse morale des internés. Selon les calculs de Boitel, 21 283 personnes passèrent dans le camp entre le 14 janvier 1941, date officielle de l'ouverture du centre d'hébergement, et le 24 novembre 1942, date de sa fermeture par Vichy. La presse suisse et la presse américaine dénoncèrent en leur temps les conditions d'internement à Rivesaltes. Les femmes, les hommes et les enfants d'une même famille étaient séparés dans des îlots différents. Or, ces îlots pouvaient être éloignés de plusieurs centaines de mètres, tout en étant clôturés de barbelés. Ces juifs étrangers internés à Rivesaltes étaient soit des Allemands, soit des Polonais, soit des ressortissants de la ville libre de Danzig, soit des Soviétiques, soit encore des citoyens d'autres pays de l'Europe centrale. Entre 1941 et 1942, le nombre d'évasions à Rivesaltes s'éleva à 1832 cas. L'évasion de la zone libre par le Wehrmacht, le 11 novembre 1942, mit fin à l'internement des Juifs à Rivesaltes. Le 5 septembre 1939, les autorités françaises publièrent une liste d'ennemis officiels de l'État. Ceux-ci se voyaient dans l'obligation de se présenter à des lieux de rassemblement. Le décret visait les hommes allemands et autrichiens de 17 à 50 ans, dont ceux récemment devenus apatrides. Ces ressortissants ennemis furent ainsi regroupés et envoyés dans des camps d'internement partout en France. Le camp des 1000 était l'un d'eux. Une communauté intellectuelle et artistique dynamique se développa dans le camp. Les premiers mois, plusieurs personnalités allemandes y étaient internées, comme Hans Blellmer et Max Ernst, et entre 1939 et 1942, ce sont plus de 400 œuvres qui furent créées sur le complexe, ainsi que des peintures murales. Le dessin de Max Ernst, intitulé Les apatrides, fait allusion aux prisonniers victimes des persécutions nazies déchus de leur nationalité. En avril 1940, la population n'était plus que de 400 prisonniers. Ils furent relocalisés au camp de Lambesc quand les autorités françaises fermèrent temporairement le camp pour le rouvrir le 19 mai. Le gouvernement ordonna à nouveau l'arrestation et l'internement d'étrangers vivant en France, environ 3000, dont beaucoup furent envoyés aux milles. Alors que les Allemands poursuivaient leurs avancées et que l'effort de guerre français ne portait pas ses fruits, 2000 prisonniers furent transférés au camp de Saint-Nicolas près de Nîmes. Après la signature de l'armistice le 22 juin, les autorités acceptèrent de remettre les prisonniers aux Allemands, comme ceux-ci l'avaient exigé. Parmi ces prisonniers, certains avaient été internés aux milles, et comme les autres, ils furent envoyés à Dachau. En juin 1940, le camp était surpeuplé, avec jusqu'à 3500 détenus. En octobre 1940, le gouvernement collaborateur de Vichy promulgua une loi autorisant l'internement des étrangers de race juive dans des camps français. Les milles fut donc transformé en un camp de transit pour ces étrangers qui comptaient émigrer. Le mois suivant, en novembre, Vichy transféra l'administration du camp, jusqu'ici tenue par l'armée, aux gardes mobiles, une branche de la police française. Robert Molavet en prit le commandement. Pendant cette période, les Juifs étrangers, qui attendaient de pouvoir quitter le pays, vécurent dans des conditions terribles. Pour beaucoup, l'attente était vaine, puisqu'après juillet 1941, émigrer fut rendu impossible. En août 1942, les premières vagues de déportation commencèrent dans la zone sud non occupée. Au 3 août, les autorités françaises avaient fermé le camp des Milles. Le 8 novembre 1942, le gouvernement de Vichy annonça que plus aucun visa de sortie ne serait délivré. Le camp des Milles, n'étant donc plus en mesure d'assurer sa fonction de passage avant émigration, ferma ses portes. Les prisonniers encore entre ses murs furent déplacés au camp de Gurs et Rivesaltes. La fermeture définitive prit effet en décembre 1942. Les Allemands ont construit le camp de Drancy, au nord-est de Paris, en août 1941. Il faisait partie d'un ensemble immobilier construit au début des années 1930, composé de plusieurs étages en forme de U inachevés. Les fils de fer barbelés entouraient le bâtiment et sa cour. Après l'été 1942 et le début des grandes rafles, il devient le camp de transit majeur pour les Juifs déportés de France et a servi de point central de la déportation vers le camp de concentration et surtout vers Auschwitz-Birkenau. Jusqu'au 1er juillet 1943, la police française a fourni du personnel au camp sous la direction de la police de sécurité allemande. En juillet 1943, le camp fut sous le contrôle direct des Allemands dirigés par l'officier SS Alois Brunner. Le premier convoi part le 27 mars 1942 vers Auschwitz-Birkenau. Quelques convois furent dirigés vers Majdanek et Sobibor, les numéros 50, 51, 52, 53,
en mars 1943, ou encore vers Kaunas, le numéro 73, en mars 1944. Le dernier convoi, le numéro 79, qui porte le numéro 1697, part le 17 août 1944 pour Auschwitz-Birkenau. Le lendemain, le 18 août, le camp de Drancy est libéré. Entre août 1941 et août 1944, environ 70 000 détenus sont passés par le camp de Drancy. Aujourd'hui, le camp de Drancy comporte un mémorial qui se nomme le Mémorial de la Shoah, qui abrite un centre de documentation divisé en 3 départements, les archives, la bibliothèque et la photothèque. Ce fonds d'archives reconstitue plus d'1 million de documents, de photos, d'ouvrages, de films d'archives, d'affiches, de cartes postales et même d'objets qui est ouvert à tous, du chercheur à l'élève, qui peuvent venir consulter des archives sur place dans un espace unique d'information et de transmission du savoir sur la Shoah, et notamment sur l'histoire des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère que l'on t'a apporté quelques éclairages sur ces camps français. Ces camps sont devenus des camps de transit. Cependant, pour certains détenus, il faut savoir que leur parcours s'est arrêté là. On y dénombre de nombreux décès à cause des conditions de vie très difficiles, avec un manque d'hygiène, une mauvaise alimentation et peu de soins. Ce sont bien près de 3000 personnes qui décèdent dans ces camps. Il existe aujourd'hui un monument mémorial pour nous souvenir et transmettre leur sort tragique. Un monument numérique situé dans la crypte de la Shoah et qui rassemble 4000 noms d'hommes, de femmes et de juifs morts sur le sol français, fusillés comme otages ou résistants, exécutés ou victimes d'exactions, disparus ou morts dans ces camps d'internement. Nous t'avons présenté la situation en France, nous cédons la parole à d'autres spécialistes qui vont te présenter Auschwitz-Birkenau, dont nous t'avons parlé, mais aussi les camps de concentration et les centres de mise à mort.